Eric. Bon, on va parler encore une fois d'une zone particulièrement douloureuse dans la géographie ukrainienne, qui est Mariupol, et en particulier Azovstal. Oui, c'est devenu le haut lieu de résistance ukrainienne face à l'envahisseur russe. Les armes se taisaient. Aujourd'hui, dans le grand complexe sidérurgique, 265 combattants ont été évacués hier, emmenés vers des zones russes. On va voir sur ces images, certains sur des civières ont été transportés. Donc sur les 265 combattants, 51 sont gravement blessés. Les soldats retranchés dans ces galeries depuis près de 3 mois avaient pourtant assuré qu'ils résisteraient jusqu'à la mort. Vous le savez, des vidéos régulièrement avaient été publiées. On avait aussi quelques témoignages en direct sur LCI. Alors pourquoi se sont-ils rendus? Explication du président ukrainien lui-même. Nous espérons sauver la vie de nos gars. Parmi eux, il y a des blessés graves. Ils sont soignés. Je veux le souligner, l'Ukraine a besoin de ces héros vivants. L'Ukraine a besoin de ses héros vivants. Voilà, à la poésie. Par rapport à cette prise de décision des Russes à laisser sortir les combattants blessés et aussi ceux qui sont valides, parce qu'il fallait bien que quelqu'un transporte les blessés. Donc, ils sont sortis avec. Ce n'était pas leur choix, ce n'était pas leur décision. Ils étaient désignés pour sortir. Donc, ils sont sortis, ils sont prisonniers de guerre aujourd'hui. Moi, je reste persuadée Ils sont tous dans la zone pro-russe. Pro-russe, occupée par les Russes, oui. Sur les 2 localités, il y a une qui est juste à côté de Mariupol, qui est un peu... Mais peu importe le nom des localités, oui. Ils sont tous sur les zones, bien évidemment, contrôlées par les Russes. Oui. Moi, je me dis que si j'avais été combattant à Azovstal ukrainien, j'aurais préféré aller dans un hôpital militaire ukrainien en Ukraine plutôt que chez les Russes. C'était exactement l'idée et c'est ce que justement je voulais dire, que si les Russes ont accepté cette sortie et si les Ukrainiens ont pris le risque de mettre leurs soldats dans la gueule du loup, parce que c'est ça, il s'agit de la vie ou de mort, je pense que derrière, il y avait une sorte de poids, de quelque chose qui a fait la pression sur les Russes. Les Russes, il ne faut pas rêver, il n'y a aucune bonté, il n'y a aucune générosité, aucune beauté de l'âme des Russes pour rien que ce soit. C'est tout simplement, sur la balance, il a été pesé quelque chose qui a fait que les Russes ont accepté cette sortie. Donc on saura certainement plus tard, pas encore aujourd'hui parce que c'est très fragile. Il faut laisser... Il doit y avoir beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont russophiles et qui se disent « mais cette femme, elle déteste à ce point les Russes ». Quand vous dites qu'il n'y a aucune bonté chez les Russes, vous parlez de l'armée de Poutine. Je parle toujours de la Russie poutinienne, bien évidemment. Tous les gens intelligents qui me suivent et qui m'écoutent, ils savent bien que je fais la différence. Et il y a les Russes qui soutiennent, mais merci Eric, voilà, tout simplement la Russie poutinienne, pour ne pas répéter chaque fois ce mot que j'aime pas trop prononcer aussi. Et voilà. D'ailleurs, je suis russe et je soutiens... Non, il n'y en a plus. Il y en a plus. Bon, vous ne seriez pas d'origine russe, vous Bah si, je suis russe. Vous êtes toujours russe, vous Non, je suis... Enfin, c'est bizarre, parce que j'ai plus aucun papier russe. J'ai un statut de réfugié. Mais personne ne m'a jamais retiré ma nationalité russe. Donc, mais en même temps, ils m'ont promu même colonel de réserve à Moscou. Hein. C'est juste pour dire aux Français, bah, vous savez, c'est n'importe quoi cette histoire. Ils se présentent comme un réfugié, mais en réalité, enfin, c'est colonel de réserve. Oui. Ça, c'est quand même dans la. Bon, non, très bien. Merci pour cette parenthèse. On va mettre à jour votre curriculum vitae. Maintenant, sur cette question de ces 265 combattants ukrainiens qui sont sortis de l'usine Azovstal hier, reste-t-il encore dans l'usine des combattants? Parce qu'on a l'impression que Mariupol, on nous dit que Mariupol est totalement tombé, que c'est réglé. D'autres nous disent, mais non, il y a beaucoup de combattants qui demeurent en place. Que penser? Ce n'est qu'un début. Il y a encore beaucoup de gens. D'ailleurs, vous le savez qu'à Azovstal, il y avait le régiment Azov. Il y avait la 36e brigade des Marines. Il y avait la défense territoriale, les gardes frontières, il y avait même les pompiers, il y avait les femmes combattantes. Donc tout ça, le nombre, c'était 2500 au début. On ne sait pas du tout combien il reste. Il y a 200 corps. Il y a 200 corps décédés, des personnes décédées, des combattants décédés. Donc il y a encore beaucoup de gens dans l'usine. Donc ce n'est qu'un début, ce n'est que la première chose. Et la version que Allah a dit, enfin a laissé comprendre, ma version à moi, c'est pendant la visite de Guterres, les Nations Unies ont clairement fait comprendre aux Russes
que si jamais il arrivait quoi que ce soit aux blessés militaires de nombre de 600 à Mariupol, ce sera un crime de guerre. Et la Russie se sera jugée pour ça. Antonio Et Poutine, Guterres, à mon avis, il a compris ça. Même s'il a bombardé Kiev en présence de Guterres, quand Guterres était à Kiev, mais à mon avis, il a intégré ça. Bien, Didier François, vous n'avez pas parlé. Non. Vous vous réservez pour les moments les plus stratégiques de l'émission. Vous êtes économe de votre salive, Didier. Didier, votre lecture de ce qui se passe là maintenant, en ce moment, à Mariupol. Parce qu'au fond, on dit... Les Russes n'ont toujours pas pris Mariupol. Enfin, les Russes se promènent où ils veulent dans les avenues de Mariupol, passent de l'est à l'ouest, du nord au sud. C'est pas le petit îlot de résistance, j'imagine, d'Azovstal qui empêche les mouvements. Non, Mariupol est de fait sous contrôle russe depuis maintenant quelques semaines. Mais cet enjeu des défenseurs d'Azovstal était fondamental à deux niveaux. D'abord, en termes de politique intérieure, parce que ce sont vraiment des héros en Ukraine. Ils ont combattu 82 jours et ils ont permis à l'armée ukrainienne de gagner du temps, parce que toutes les forces russes qui ont été mobilisées pour les réduire n'ont pas été engagées sur d'autres fronts. Donc c'est quand même un exploit militaire assez remarquable. La deuxième chose, c'est que le président Zelensky a quand même fait la démonstration, parce que c'est lui qui finalement a décidé de donner l'ordre à ses soldats d'accepter cet accord qui ressemble partiellement à une reddition. Et donc, c'est quand même important de voir qu'on a d'un côté un président qui a décidé de mettre la vie de ses hommes, dès lors qu'il n'avait plus de rôle militaire flagrant à jouer, il a mis leur vie en avant. Alors qu'on voit par exemple à d'autres endroits l'armée russe envoyer les gens tel le charbon dans la fournaise et sans se soucier de la vie de ses soldats. La troisième chose, effectivement, c'est une négociation qui a commencé à l'échelle internationale avec un appui très important des membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont demandé au secrétaire général de l'ONU, Guterres, d'abord d'aller à Moscou, puis à Kiev, et enfin d'appuyer ces négociations avec la Croix-Rouge pour d'abord... Rappelez-vous, phase 1, c'était de faire sortir les civils. Malgré tous les bombardements, et personne ne semblait y croire, ils sont sortis. La deuxième phase, c'était de sortir les blessés. Et pareil, malgré les combats, etc., finalement, ils sont sortis. Ouais. La troisième phase, ça sera de sortir l'ensemble des combattants. On va voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même... La chose importante à ce stade, on n'a pas de garantie. Ouais. Mais la chose importante à ce stade, c'est que la Croix-Rouge a le nom de toutes les personnes qui sont sorties blessées et accompagnants. Et donc, la troisième phase, on verra si ça avance. Ça sera une possible désescalade, en tout cas sur ce terrain. Nous sommes en direct avec un frère, le frère d'un combattant d'Azovstal qui visiblement est mort au combat. Slava donc est en direct sur LCI. Bonsoir, merci d'être avec nous. On voulait savoir comment est-ce que cette reddition, est-ce qu'il y a un autre mot de ces soldats d'Azovstal, avait été perçu en Ukraine? Est-ce que c'est du soulagement d'abord? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que je vois ça comme une reddition? Non, absolument pas. Parce que la mission principale de tout militaire est de respecter les ordres de son commandement. Surtout, il est important de comprendre avant qu'il s'agit des ordres légitimes et qui visent à sauver des vies. La mission ultime du régiment Azov était telle, y compris la mission principale de mon cousin, était de tenir bon, de protéger Azovstal. Et selon les informations que nous avons obtenues hier, un ordre a été donné de sauver le nombre le plus important possible de vies. Ainsi, je pense que les autorités ukrainiennes ont pris la décision qui était compliquée, mais qui était juste et nécessaire. Mais il ne s'agit pas de reddition. Bien, il ne s'agit pas d'une reddition. Dites, vous faites partie de ces Ukrainiens qui ont un membre de leur famille qui est manquant. Vous avez perdu votre frère. Est-ce que vous êtes certain
qu'il est mort? Est-ce que vous pensez que votre frère, je ne sais pas, a disparu, qu'il pourrait être aujourd'hui dans le territoire russe, prisonnier des Russes? Que savez-vous de la disparition de ce frère combattant? L'information dont je dispose, c'est l'information officielle, nous indique qu'il est porté disparu encore au mois d'avril. L'information qui indiquerait qu'il se trouverait prisonnier n'existe pas pour le moment. Et j'espère vivement que mon frère Dmitro est en vie et qu'il se trouve dans un endroit d'où il ne peut pas me joindre. Il faut comprendre qu'il existe des endroits qui sont joignables, des sous-sols, ça peut être des abris, peut-être il se trouve là-bas. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'une personne en militaire est considérée portée disparue, ça voudrait tout simplement dire que soit il n'est plus en vie, soit il est prisonnier. J'ai beaucoup de mal à prononcer ces mots. J'espère qu'il n'essaie pas de me joindre et qu'il est en vie tout simplement quelque part. Dites, votre frère, avant cette guerre, c'était un soldat professionnel, un membre de l'armée ukrainienne, ou c'est quelqu'un qui avait un autre métier et qui s'est retrouvé à défendre son pays? Avant 2014, Dmitro n'était pas militaire. C'était en civil, il menait une vie tout à fait normale. En 2014, et je me souviens, lorsqu'il est venu me voir et m'a annoncé sa décision d'aller à Mariupol et de rejoindre la garde nationale. Je lui ai posé la question, mais pourquoi faire? Parce que tu n'as pas été formé. Et il m'a répondu, comment veux-tu que je reste indifférent lorsque je vois nos maisons en flammes? Oui, à l'époque, il n'était pas formé. Mais depuis 2014, il a rejoint la garde nationale, il s'est marié, il a 2 fils, un enfant de 3 ans et un autre enfant de 15 ans. Et dès le début de la guerre, il se trouvait sur place au sein du régiment Azov et il combattait pour Mariupol. Et j'espère qu'il continue à être en vie et continue à se battre. Merci à Anna Poupin, la traductrice qui nous permet de vous comprendre. Slava, dernière petite question. Répondez-moi rapidement. Dernière question. Que pensez-vous que vont devenir les combattants d'Azov qui ont été évacués ces derniers jours et qui se retrouvent chez les séparatistes pro-russes en ce moment? Est-ce que ça vous inquiète? Que vont faire les séparatistes pro-russes des 650 combattants Azov qui ont été évacués d'Azovstal hier? Que vont-ils faire d'eux? 200. Eh bien, j'aurais aimé, et j'aurais aimé espérer. J'aimerais bien me dire que les troupes russes respecteront tiendront leurs promesses et respecteront les choses qui ont été négociées et que rien de ce qu'on a vu à Boutcha, à Berdianka et à Irpin ne se produit. Je suis en effet très inquiet.
En tant que frère, en tant qu'Ukrainien, croyez-moi, je ne dors plus. Je vis dans cette angoisse permanente parce que je sais quel est le comportement des troupes russes et j'espère juste qu'ils seront différents maintenant dans ce cas-là. Merci beaucoup, Slava, et Dieu sait que nous comprenons votre inquiétude et nous espérons sincèrement que vous aurez un jour des nouvelles de ce frère qui n'est donc officiellement pas tué, qui est un frère disparu au combat, au champ d'honneur, et on ne sait pas trop où d'ailleurs. Et finalement, ce qui arrive à Slava, c'est ce qui doit arriver, mon Dieu, à des milliers de familles de proches de soldats ukrainiens qui ont tout simplement disparu. Merci Slava. Oui, Samantha. Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à ces prisonniers d'Azovstal. C'est que je pense qu'ils vont peut-être devenir une référence dans cette guerre importante. C'est pas que l'histoire d'Azovstal qui est en jeu ici. C'est que si ils sont traités comme des prisonniers de guerre, si ils ne disparaissent pas, s'ils sont soignés et finalement échangés contre d'éventuels prisonniers russes en Ukraine, ce sera peut-être un premier pas qui montre que la Russie est finalement en train de jouer, d'accepter les règles du comportement international. Si au contraire, malgré toutes les promesses, malgré le fait que les caméras du monde entier sont braquées sur les sorts de ces prisonniers, s'il y en a certains qui disparaissent, si finalement on sépare les combattants Azov des autres sous prétexte que ce ne sont pas des vrais combattants, là, on aura encore une fois une manifestation de la mauvaise foi de la Russie et de son refus d'accepter les règles de la guerre internationale. Donc je pense qu'ici, on est en train d'assister à peut-être un petit tournant dans cette guerre, ou en tout cas la création d'une unité de référence qui va nous permettre de savoir, d'avoir une indication sur l'avenir potentiel de négociations, sur tout l'ensemble de questions. Je comprends aussi. Nous sommes avec Allah pas d'accord malheureusement avec ça, parce qu'on a eu la confirmation tout de suite aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu les Russes qui ont bombardé les écoles, qui ont bombardé encore les civils, et Zelensky a prononcé les paroles. Aujourd'hui, il a dit que la Russie ne respecte pas les droits de la guerre, et c'est pour ça que l'Ukraine arrête les pourparlers avec la Russie. Les négociations. Et je voudrais rajouter aussi Je comprends Samantha aussi, son envie du monde magnifique où les méchants deviennent gentils à la fin du film, mais non, malheureusement Samantha, c'est pas dans ce film-là que ça va se passer. Malheureusement ici, le problème c'est même si, et ce que je souhaite le plus, les prisonniers de guerre ukrainiens survivent et s'ils résistent et s'ils sont en vie, ils sont traités comme il faut, comme il se doit. Ce sera un mauvais signe pour nous tous parce que ça donnera justement à tous ceux qui voudront que cette guerre s'arrête au plus vite, peu importe les conséquences pour les Ukrainiens, de négocier et d'appuyer sur ces points sensibles en disant vous voyez, ils sont quand même gentils, vous voyez comment ils traitent les prisonniers, faisons leur confiance une fois de plus parce qu'ils ont déjà, laissons peut-être les repentir. Et c'est pas vrai, et c'est là qu'il ne faut pas y aller parce que nous avons déjà fait confiance. En 2014, vous avez vu où ça s'est arrivé. Justement, je voulais aussi rebondir, Guillaume, vous me permettez, quand vous avez dit finalement on a réussi à avoir un monde qui marchait plus ou moins bien, mais non, ça marchait pas plus ou moins bien, surtout pour nous, parce qu'en Ukraine, la guerre continuait et ça bombardait les maisons et les territoires ukrainiens depuis 2014. Donc rien ne marchait dans ce monde, mais le fait qu'on a fermé les yeux, ça n'a pas amélioré la situation dans le monde. Maintenant, il faut juste voir la chose en face. Et on sait que quoi qu'il arrive, cette Russie, on doit arriver au bout et on doit ferme, sans aucune concession. Oui, mais la question c'est, est-ce que c'est le meilleur chemin pour arriver à la fin de la guerre ? Parce qu'il y a plusieurs logiques qui sont les unes à côté des autres. Il y a la logique morale. Vous avez répété depuis le début de l'émission et je le comprends. Il y a les bons et il y a les mauvais. Et puis, il y a un principe de réalité. Effectivement, Mariupol est tombé, Azovstal est condamné. Et tant mieux si Volodymyr Zelensky se dit pas d'héroïsme à tout prix, entre guillemets. Puis si on peut espérer en sauver quelques-uns, alors faisons-le. Et je pense que personne ne sait aujourd'hui si c'est un piège des Russes ou non. Mais c'est quand même peut-être une bonne nouvelle de voir qu'il y a encore des espaces de pragmatisme, vous voyez, où on peut discuter, où on essaye d'échanger des prisonniers, où on voit des blessés qui sortent sans se faire tirer dessus à bout portant.
Et c'est ça qui est spectaculaire et impressionnant avec cette guerre, c'est qu'il y a des moments d'horreur absolue, de bombardements incessants. Dieu sait qu'on en a vu comme ça les images sur Mariupol. Puis ensuite, on a l'impression que presque l'histoire reprend son souffle. Et c'est pour ça que c'est si difficile à commenter. Parce qu'on a des signaux dans tous les sens. Vous pensez que finalement, pardon, mais que l'humanisme des démocraties est une maladie contagieuse, quoi, que peu à peu, certes, Poutine reste Poutine, mais que finalement, on peut un tout petit peu contaminer son esprit par des fonctionnements un peu plus vertueux. Non. Spontanément, il n'aurait jamais évacué des prisonniers, Poutine. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas bon. Non, mais Eric, vous avez qualifié mes propos. Il y a une pression derrière, donc c'est que pour ça que ça marchait. Pas d'accord. Un dictateur, il a des enfants, Eric, il a de la famille, donc c'est ce qu'il voudrait il peut infléchir un tout petit peu ses positions. Il veut que vous croyez ça, mais c'est pas vrai. Vous savez très bien que le dictateur, la nuit, il précisait après Didier François qu'on n'a pas entendu. Juste un truc. Ce monsieur qui s'appelle Slava, qui a perdu son frère, voilà, il a écrit puis c'est un artiste ukrainien qui a écrit une chanson pour ce frère ukrainien disparu au combat à Azovstal. Alors on va en écouter quelques vers, quelques strophes de cette chanson. Miss those highlights lit on sleeve. Miss those Fridays we used to have. Kisses, twilights, refuse to sleep. Now it's up just a week on kill. From a country on the internet. Open for us, we stay for that. Yeah, we angry, yeah, we come back. Tell me what with us up to get this from a country on the internet. Open for us, we stay for that. Yeah, we angry, yeah, we come back. Tell me what with us up to get this. So distractive to have such sleep. Ouais, c'était plutôt un chant guerrier. Moi, je crois moi, j'avais pris ma petite voix brassinsienne pour dire que c'était un hymne à la paix. Oui, mais c'est un peu tôt. Mais il pose la question comme ça. Comment pourquoi est-ce qu'on mérite ça? Il le dit quand même. C'est quand même une question. Voilà. Mais est-ce que je peux juste qualifier mes propos? Je vais peut-être les dire à l'envers parce que peut-être que je me suis mal exprimée. Peut-être soyez rapide parce qu'on a beaucoup de dossiers. Si, malgré les feux des médias internationaux braqués sur ces soldats d'Azovstal, la Russie les traite quand même, les traite mal, les exécute ou les fait disparaître, là, ce serait vraiment la Russie qui nous dit, bon, vous fait un pied de nez, on s'en fout complètement de vos normes internationales. Si elle fait ça, et si elle ne fait pas ça, je suis désolée, ça voudra dire qu'elle veut quand même faire semblant de jouer le jeu. Mais semblant, ça compte pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ben oui, je te laisse parler, mais je veux répondre aussi. J'ai compris, bien sûr. Mais sauf que quand tu dis... Tu me laisses pas parler, alors. Oui. S'il te plaît. Jusqu'à présent, elle n'a même pas voulu faire semblant de jouer le jeu. Elle prenait un plaisir. Non, je suis désolée. Donc, je crois qu'on pourrait voir des signaux intéressants sortir de ça. Combien de fois il faut aussi être mauvais pour qu'on comprenne que finalement, ils sont mauvais? Combien de fois? Moi, je crois que la vertu est une maladie contagieuse. Moi aussi, je veux bien le croire. Contagieuse, un peu. Je ne dis pas que Poutine va devenir vertueux. C'est que dans une dynamique vertueuse, Poutine va prendre quelques réflexes mécaniques. Vous vous trompez. C'est comme les femmes battues. Vous vous trompez. Toutes les femmes battues disent mais il va changer, mais il va changer. Et parfois, il y a des... Non, je ne dis pas les hommes qui battent leur femme. Je dis parfois, il y a des petites inflexions. Peut-être pas parce que ça suppose d'avoir un référentiel moral commun. Or, il y a aussi dans le discours de Poutine, souvenez-vous, une forme de résistance par rapport à un Occident décadent, qui n'a plus de valeur morale, qui n'a plus de courage, qui ne veut plus se battre. Donc, je ne vois pas du tout Poutine changer. Vous connaissez le proverbe chinois, on a rarement vu des tigres devenir végétariens. Absolument. Poutine. Oui, alors je ne pense pas que Poutine deviendra végétarien, ça j'ai pas de doute là-dessus. En revanche, il est des dictateurs végétariens. Hitler le fut. Mais dans le cas particulier, je pense que c'est même pas la question. La question, c'est qu'il avait des ambitions et que ces ambitions ont été réduites par les faits. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à prendre Kiev, qu'il a perdu la zone de Kharkiv, qu'il n'a pas réussi à prendre Odessa, qu'il a enfin pris Mariupol à un prix excessif et qu'il patauge un petit peu devant Sévère-le-Donetsk. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le prendre. Il va le prendre. Ça va prendre encore un peu de temps, mais il va le prendre. En revanche, donc, ses ambitions ont été réduites. Donc il a aussi, après, derrière... Il faut qu'il tienne, il a une opinion publique quand même, il a des accords avec un certain nombre de gens, donc c'est là-dessus qu'on joue. En fait, et donc oui,
C'est le jeu idiot des enfants dans la cour d'école. Vous savez, chou, fleur, chou, fleur. Eh bien, voilà, on attend. Et donc, les gens de la Croix-Rouge internationale, les gens de l'ONU, les médiateurs internationaux, les gens du Conseil de sécurité de l'ONU, des autres pays, on dit petit à petit, on va voir, c'est un pas. Il est à moitié, comme ils l'ont fait en Syrie. Ils nous disaient 3 jours de corridor humanitaire, ils nous en donnaient un demi. Ils nous disaient on va sortir 500 personnes, ils en ont sorti 200. Et petit à petit, de toute façon, il va bien falloir qu'il y arrive à sa négociation. La question, ce qui serait dangereux, ça serait de désarmer entre-temps. C'est-à-dire lui faire confiance sur sa parole. Mais personne ne le fait. Les armes occidentales continuent d'arriver, les soldats ukrainiens continuent à se battre. Donc ça permet la négociation. C'est-à-dire que la négociation ne soit pas rompue totalement. Je suis totalement d'accord avec Samantha. Elle a totalement raison. C'est une preuve, on lui a demandé, on lui a dit, il le sait clairement. S'il les assassine, en dépit des doigts de la guerre, alors qu'il s'est engagé, et que l'ensemble des gens de la Croix-Rouge internationale ont pris tous les noms des gens qui étaient sortis, il n'y aura pas de négociation.